l'avenir aussi. Pour nous présenter très brièvement, hein, Cybelle Gestion Privée, nous sommes un cabinet de conseil exclusivement auprès des professionnels de santé. Nous sommes également donc, formateurs et conférenciers auprès de plusieurs associations médicales, dont la SOP. D'ailleurs, on est en train d'animer en ce moment un cycle de formation que d'habitude on anime en présentiel, on l'anime en webinaire. L'avantage en fait d'être sur le terrain tous les jours avec des professionnels comme vous, c'est qu'on voit énormément de cas. Donc pour nos conférences, pour nos formations, on est capable de vous donner un certain nombre d'exemples du vécu de tous les jours en fait auprès de vos confrères. Alors, le contexte, vous le connaissez tous, hein. Quand on a commencé à animer ce type de formation, c'était nouveau. Aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi qu'on est en confinement. Choc mondial violent, crise sanitaire, c'est l'inédit. Les mesures qui ont été mises en place par les différents gouvernements, par les banques centrales et tout ça, sont des mesures exceptionnelles et en évolution permanente. Hein. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est valable pour aujourd'hui, mais ce n'est pas terminé en fait. Les mesures vont continuer à être prises pour préserver l'économie, préserver votre trésorerie et faire en sorte que le tissu économique puisse être maintenu. Alors, aujourd'hui, vous avez différentes situations d'arrêt de travail qui sont possibles. Il y en a 3 en réalité qui sont couvertes. C'est quoi? Le premier, c'est diagnostic d'infection. Si vous avez été diagnostiqué malade du Covid-19, vous êtes en arrêt de travail prescrit par un médecin, vous êtes dans ce cas-là. Deuxième cas, garde d'enfants de moins de 16 ans. Vous ne pouvez pas travailler parce que vous devez garder vos enfants qui ont moins de 16 ans. Ça, c'est valable pour une personne sur le couple. Et la troisième possibilité, c'est confinement à domicile recommandé selon votre état de santé. Si vous avez des affections longue durée, que vous devez, c'est risqué pour vous de travailler, vous êtes aussi concerné. Alors, c'est un peu paradoxal parce que de toute façon, vous ne pouvez pas travailler puisque le Conseil de l'ordre vous a demandé de fermer au cabinet. Mais ces 3 cas de figure vous donnent droit à une couverture de la CPAM à hauteur de 112 € par jour et en même temps vos prévoyances qui sont vos prévoyances privées qui normalement ne vous couvrent pas dans le cadre du confinement, hein, donc on a vérifié avec beaucoup de prévoyances et en fait il n'y en a pas qui couvrent pour un simple confinement, peuvent vous couvrir si vous êtes dans ces situations-là, en fonction de votre prévoyance à vérifier en fait, directement avec votre contrat d'assurance. Denis, excuse-moi, je te coupe un instant. Est-ce que tu peux mettre ton écran en présentation de manière à ce qu'on ne voit pas le petit écran à droite? Alors, comment je fais ça? En fait, c'est juste le mettre en présentation uniquement et pas en… Ça, c'est sur ton fichier à toi. Je ne vois pas ce que vous voyez en fait. Vous voyez l'écran, on voit l'écran et puis le petit paramètres d'affichage. Ah, bah pourtant je suis en diaporama là. Non. Non, nous on voit pas. D'accord, alors attendez, je reprends. Ici, en fait, Denis, diaporama à partir de la diaporama actuelle. Je vais arrêter, je reprends. Je fais toujours ça, c'est bizarre. Je reprends. Et là? Non, pareil. Bon, bah, sinon, on va continuer comme ça. On ne va pas rester… Ça marchait ce matin, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je fais toujours ça, pourtant, ça marche d'habitude. On voit quand même bien, les dias sont quand même grandes. Bon, ok, ça marche, désolé. La deuxième mesure qui a été mise en place, c'est la possibilité d'étaler vos charges sociales personnelles. Donc, sur le mois de mars et le mois d'avril, vous avez en fait une suspension, un report en fait, de vos cotisations sociales, aussi bien l'URSSAF que la Carchidante, qui s'est fait automatiquement. Sachant que les mesures annoncées très récemment d'exonération des cotisations sociales ne devraient malheureusement pas vous concerner puisque vous n'êtes pas frappé par un arrêté administratif pour la fermeture de vos cabinets, mais uniquement par le Conseil de l'ordre. Donc, des entreprises de moins de 10 salariés peuvent avoir des exonérations de cotisations sociales. Alors, ça va peut-être changer, hein, on n'en sait rien, mais à ce stade, aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné. Pour vos salariés, donc dispositif
d'arrêt partiel, donc de mise en chômage partiel de vos salariés. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité de les payer à hauteur de 70% de la rémunération brute, soit 84% du net qui vous est remboursé par l'État. Pour cela, en fait, vous devez juste regarder avec votre expert comptable qui doit envoyer des tableaux à l'administration. Il y a un site qui est fait pour ça et qui est automatiquement transmis par votre expert comptable. Concernant les prêts, donc, il y a une mise en place d'un prêt PGE, donc garanti par l'État, par la BPI, pour préserver votre trésorerie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 25% de vos recettes annuelles qui peut vous être prêtées. Alors, il faut faire une demande auprès de votre établissement bancaire. Hein. Le coût de ce prêt est à 0 au niveau des intérêts pendant la première année. Il y a juste un coût au niveau de la garantie, c'est 0,25% de la garantie, c'est-à-dire que pour 100 000 € de demande de prêt, vous payez 250 € en fait, et vous avez un crédit à 0. Et remboursable dès la première année ou reportable sous forme de crédit amortissable à 5 ans. Mais en fait, bon, il y a aussi des crédits qui sont mis en place pour 3 à 7 ans. Donc tout ça est très facile à mettre en place. Il faut voir qu'ils ont des logiciels d'acceptation. Ce n'est pas parce que vous êtes refusé que vous ne devez pas faire une demande auprès de votre établissement bancaire pour que ce soit accepté. En fait, ils ont des logiciels qui font des calculs automatiques, mais on a plusieurs clients qui, après avoir demandé en fait, explicitement à leurs conseillers, ont vu leur dossier accepté. Donc voilà, et puis si vous avez un problème, vous pouvez toujours vous adresser au médiateur du crédit. Les reports des échéances de crédit. Alors pour tous vos crédits professionnels, c'est-à-dire le crédit que vous avez en place à l'intérieur de votre cabinet et les crédits sur les murs de votre cabinet, donc qui sont aussi considérés comme des crédits professionnels, peuvent être reportés de 6 mois. Donc les échéances de crédit peuvent être reportées de 6 mois. Pour tout ce qui est crédit bail, par contre, c'est du cas par cas. Donc à voir avec votre établissement bancaire ou l'établissement qui vous a fait le crédit bail. Concernant les crédits perso, donc pour tout ce qui est crédit immobilier perso, là aussi c'est du cas par cas. Donc ça dépend du contrat de crédit que vous avez mis en place avec votre établissement bancaire. Certains prévoient des cas de force majeure comme celui-ci, d'autres non. Donc vous avez pour certains la possibilité de le reporter ou pas. Après, même si votre contrat ne le prévoit pas, vous avez aussi en fonction de la relation avec votre établissement bancaire, vous pouvez un peu faire de forcing pour demander le report de vos échéances de crédit immobilier. L'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, vous avez la possibilité aussi de suspendre le paiement de vos acomptes de retenue à la source. Alors vous allez sur votre site impôt.gouv et là dans votre site impôt.gouv, vous avez 3 possibilités. Soit vous supprimez vos échéances, soit vous les augmentez, ce qui n'est pas le cas, soit vous les reportez. Donc il faut cliquer sur reporter. Attention, vous avez jusqu'au 22 du mois pour reporter les échéances du mois suivant. Et vous avez cette possibilité, si vous n'arrivez pas à le reporter, comme certains n'arrivent pas à le reporter parce qu'ils n'ont pas la case report, on a validé avec l'administration fiscale que vous avez la possibilité de le supprimer et de le reprendre après. En fait, ça sera recalculé automatiquement sur les échéances qui vous resteront jusqu'à la fin de l'année. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de ne pas, en fait, de récupérer de la trésorerie et de ne pas payer à titre personnel les acomptes de vos prélèvements. Alors bien sûr, hein, ça n'est que du report. Mais dans le cas où vous n'avez pas de rémunération, ça peut être quand même assez important de le faire. Voilà, donc je vais voir si vous avez des questions à poser, donc vous pouvez le faire à travers la discussion. Et sinon, je vais passer la parole à David. Merci beaucoup, Denis. Si vous n'avez pas de questions, on va regarder maintenant comment reconstituer la trésorerie à travers une planification financière. Et puis, on s'arrêtera de temps en temps si vous avez des questions, puisque c'est une conférence que nous développons à la SOP qui dure normalement 5 heures et qui dure 30 minutes. Donc, on va aller un petit peu rapidement. Donc, on va voir au départ de votre planification, il y a une organisation, bien sûr, qui est votre activité professionnelle, principale source de rémunération pour la grande majorité d'entre vous. Donc, comment vous êtes passé au départ de BNC? Certains d'entre vous, bien sûr, vous êtes encore restés aujourd'hui en
BNC, effectivement, je suis là maintenant, et d'autres sont passés en société d'exercice libéral. Donc, on va voir pourquoi et comment. Et surtout, ce qu'on constate avec tous les adhérents de la SOP, c'est que certains d'entre vous nous disent on est très heureux d'être passé en CELARL, d'autres nous disent on n'a pas vu beaucoup d'évolution et on vous expliquera pourquoi. La grande idée est d'encapsuler votre trésorerie. Donc, comment encapsuler la trésorerie à travers une CELARL ou à travers une CELAS? On verra ensuite la SPFPL, la holding, la société de participation financière pour les libéraux. On abordera très très rapidement les centres de soins et pour voir surtout la grande question qu'on nous pose dans cette partie de la conférence est comment, lorsque j'ai encapsulé, je termine mon activité, donc la fin d'activité, comment se déroule-t-elle? Donc au commencement, il y avait une entreprise individuelle avec un statut fiscal BNC. L'entreprise individuelle, vous l'avez en règle générale tous connue, mais sachez que tous les autres professionnels, que ce soit des professionnels de santé, des experts comptables, des boulangers, ont tous commencé comme vous en entreprise individuelle. Ensuite, ils sont passés en société pour l'immense majorité d'entre eux parce qu'ils ont compris que la forme sociétaire allait les protéger. Ça allait les protéger pour ne plus être fiscalisés de la même manière. Pour les plus anciens d'entre vous, malheureusement j'en fais partie, à l'époque, il y avait des 2035 et lorsqu'on avait une AGA, on avait le droit à un abattement de 20% à l'impôt sur le revenu. Malheureusement, ça s'est transformé en pénalité de 25% aujourd'hui pour tous ceux qui n'ont pas d'AGA. Donc, certains ont des revalorisations à l'impôt sur le revenu tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas avoir d'organisme agréé de formation. Donc, là-dessus, le régime fiscal est transparent. Et on se rend compte que dans ce cadre-là, il n'y a pas d'abattement à l'impôt sur le revenu, contrairement à tous ceux qui ont basculé en CELARL. Alors, pourquoi passer en société? Différents types de motivations. La première, c'est d'avoir du sang neuf. Souvent, on retrouve des projets d'association, on retrouve des volontés de développement. Et c'est vrai que la CELARL est réellement faite pour cela, puisque c'est une société, c'est une personne morale indépendante, qui est complètement différente de vous, avec des parts, et ces parts, on va pouvoir les partager entre les différents associés de la société. C'est également mis en place pour préparer une transmission progressive, la cession du cabinet, puisqu'on va pouvoir vendre progressivement, céder les parts de sa CELARL pour une continuité d'activité lorsqu'on a la possibilité d'avoir des repreneurs. Très souvent, on constate que ce repreneur, c'est un collaborateur qui a migré en futur repreneur. Certains d'entre vous, étant donné qu'ils ont des locaux avec plusieurs fauteuils, vont profiter des nouveaux centres de soins dentaires pour les transformer. Ça aussi, ça peut être une des raisons du passage en société, sachant que les centres dentaires, on ne peut exercer qu'en association. Mais la majorité d'entre vous commence à regarder le sujet de la CELARL, principalement pour une raison, un désir de protection du patrimoine privé, d'optimisation fiscale. Donc, de reprendre en main un petit peu sa vie, parce qu'aujourd'hui, et la majorité d'entre vous, lorsque vous venez nous voir, vous venez nous dire, on est souvent dans cette spirale infernale de l'impôt. Comment puis-je en sortir? Comment puis-je retrouver du bonheur à exercer ma profession? Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être pris dans un étau, je travaille de plus en plus, comment je peux m'en sortir? Et donc, tout l'objectif du passage en CELARL, c'est complètement au-delà d'un simple passage juridique ou fiscal. La raison d'être, et il faut réellement la chercher dans cette voie-là, c'est vivre mieux. Lorsqu'on passe en CELARL, beaucoup d'entre vous viennent nous voir au moment où ils sont en cumul emploi-retraite. Et donc, c'est un nouveau phénomène, il date d'il y a 3-4 ans, et on se rend compte qu'un quart des nouveaux libéraux pensionnés passent en CEL. La principale raison, elle est assez simple, et que s'ils étaient restés BNC, ils auraient accumulé leur revenu BNC, plus leur pension de retraite, qui de toute façon va être taxée, plus leur revenu foncier, leurs autres revenus et leur rente Madelin, puisque comme vous le savez, la Madelin est un système d'épargne retraite qui se liquide automatiquement au moment où vous avez liquidé votre retraite. Et donc, toutes ces sommes amènent à un très fort taux marginal d'imposition.
Et pour éviter ce très fort taux marginal d'imposition, beaucoup passent en CELARL à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, le cumul emploi-retraite est complètement distinct de l'arrêt de l'activité. Et pour beaucoup d'entre vous, vous le savez bien. N'hésitez pas à demander aussi, aujourd'hui, parce que vous n'en avez pas nécessairement idée, vous verrez peut-être avec Denis dans d'autres occasions, le fait que, mesdames, vous pouvez liquider votre retraite assez tôt, puisque vous avez 2 ans d'anticipation par enfant. Donc, n'hésitez pas à demander votre bilan retraite. Alors, pourquoi aujourd'hui, et c'est une grande question, vous n'êtes pas allé à la quête du bonheur, c'est-à-dire vous n'êtes pas passé de ces structures à l'impôt sur le revenu aux structures à l'IS. En réalité, le problème est un petit peu plus complexe et qu'il faut changer de paradigme. Donc, on verra dans un premier temps les principaux freins, puis la méthodologie pour basculer à l'impôt sur les sociétés, des exemples et des solutions, puis on abordera la SPFPL. Alors, un des premiers freins, assez bizarrement, est celui de notre allié à tous naturel qui est notre expert comptable. Vous en attendez beaucoup de choses. Alors peut-être plus de choses que nous, parce que moi, par exemple, j'ai une formation d'expert comptable, mais vous en attendez beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous oubliez que c'est une personne qui est là, qui est un expert en comptabilité pour, au départ, vous aider à tenir une comptabilité. Ce n'est pas une personne qui nécessairement va vous aider dans une planification globale. Va avoir, donc on va rechercher chez lui des choses qu'il ne faut pas attendre. Ils ont des contraintes de temps assez difficiles à tenir aujourd'hui, puisque un BNC, c'est approximativement entre 3 et 4 heures pour être rempli, tandis qu'une CELARL, ça met beaucoup plus de temps. Et ils ne peuvent pas vous le facturer proportionnellement. Et dans cette profession, il y a malheureusement de moins en moins de comptables qui sortent de l'école. Donc, il y en a 2000 pour 10 000 qui partent. Donc, rendez-vous bien compte des tensions que vit l'expert comptable aujourd'hui. Et ce n'est pas naturellement lui qui va vous conseiller. Certains le font. On forme nous-mêmes auprès de l'ordre des experts comptables des personnes sur cet aspect-là, sur ce qu'on va voir qui est l'encapsulation, mais ce n'est pas quelque chose de naturel. Le second frein, c'est souvent vous. Vous, parce que vous considérez que vous vivez bien, et c'est souvent le cas. Et puis, tout le monde paye des impôts. Et puis, est-ce que être riche est quelque chose d'important? Et puis, souvent, vous n'avez pas le temps, sauf malheureusement dans des périodes comme ce que l'on vit aujourd'hui. Vous êtes souvent enfermé dans cette spirale de l'impôt. Plus vous gagnez, plus vous payez d'impôts, et plus vous devez travailler pour payer ces impôts. Et finalement, vous vous rendez compte qu'une grande partie de l'année, vous travaillez uniquement pour payer des impôts et ça fait perdre du sens. Ça fait perdre du sens quasiment à votre existence. Souvent, lorsqu'on vous rencontre, on voit, on va dire, cette frustration. Et en réalité, depuis 30 ans, il existe une solution assez simple pour éviter tout ça. Cette solution, c'est l'impôt sur les sociétés. Alors, depuis une trentaine d'années, il y a une tendance de fond que tout le monde constate, qui sont que l'impôt sur le revenu augmente. Malheureusement, l'État a de plus en plus besoin d'argent. Les impôts fonciers augmentent également. Les contributions sociales sont passées à l'époque de Mitterrand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de l'instauration, on était à 0,5%. Nous sommes aujourd'hui à 17,2%. Les droits de succession, avant Sarkozy, on pensait que ça allait s'améliorer et on est passé de 150 000 € tous les 10 ans en abattement de droits de succession à 100 000 € par enfant et par parent tous les 15 ans. Donc, on se rend compte qu'on a une tendance générale de l'impôt pour financer en partie la sécurité sociale, mais en grande partie l'État, au sens beaucoup plus large, d'augmenter ses impôts. En revanche, on a un autre problème, et celui du chômage. Le problème du chômage ne peut pas être réglé justement à travers l'impôt. Donc, les différents gouvernements, même le gouvernement Hollande, s'est rendu compte que nous étions dans l'obligation de baisser les impôts sociétés. Ce phénomène de fond, qui devrait perdurer dans le temps, ici, on le voit bien, est mondial. Donc là, on a une vision mondiale, européenne également, d'un impôt qui ne fait que baisser dans le temps. Et c'est une tendance de fond. Avec Denis, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on dit en formation que l'impôt sur les sociétés ne peut être amené qu'à diminuer, que les plus-values professionnelles vont être amenées à diminuer. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que cette protection de l'impôt sur les sociétés, elle joue à plein. Donc, nos sociétés aujourd'hui sont fiscalisées à hauteur de 15% jusqu'à 38 120 € et au-delà de 28%. Théoriquement, en 2022,
on devait passer au-delà de 38 120 € à 25%. Compte tenu de la situation, ce n'est pas sûr du tout que ça soit le cas. Il faut bien comprendre que toutes ces tendances de fond vont être exacerbées avec la crise. On n'arrivait pas avant la crise à trouver 10 milliards. Aujourd'hui, ils ont trouvé plus de 1000 milliards. Mais à un moment, il va falloir les financer. Et souvent, dans les aides qu'a décrit Denis, vous allez voir, il y a des reports. C'est des emprunts. Ce n'est pas des cadeaux qu'on nous fait. Donc, à un moment, il va falloir payer. Et pour payer, ça va être nécessairement, mais progressivement, parce qu'on ne va pas nous tuer tout de suite, ça va être justement une augmentation de l'impôt ou la création tout simplement d'un nouvel impôt. Et on n'en a pas la moindre idée pour le moment. Bon, le troisième frein, c'est la peur du changement. Et ça, on se rend bien compte. En France, on n'a pas cette culture. J'ai travaillé au Luxembourg et on n'a pas cette culture de l'entreprise qui va m'accompagner et qui va me survivre. C'est-à-dire que mes actifs, à la limite, pourquoi ne pas les détenir dans une société civile immobilière? C'est quelque chose qu'on connaît assez bien en France. Ce qu'on ne maîtrise pas très bien en France, c'est que cette société civile n'est pas nécessairement que immobilière. Cette société civile peut être beaucoup plus large, détenir beaucoup plus de patrimoine, d'accord, et m'accompagner jusqu'à ma succession. Alors, comment développer sa trésorerie professionnelle, bien entendu, sans travailler plus? Alors, on est passé d'une structure BNC avec un chirurgien dentiste qui a ses recettes, qui a ses frais zéro. Lorsqu'on déduit, on va trouver un BNC sur lequel il va payer des cotisations sociales. Sa seule marge de manœuvre, donc de temps en temps, c'est des voyages, et il y en a des super avec la SOP, avec de très bonnes formations. Et il y a un autre système qui est le Madelin, et puis en général, vous le mettiez en place à plus de 70%, mais vous faisiez la tête. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à il y a 2 ans, Denis n'aimait pas, lorsqu'en formation, je décrivais le contrat Madelin comme du Madoff. Pour moi, c'était du Madoff, tout simplement. Le Madelin, pourquoi? Parce que l'assureur est très content de vous le vendre. Ils ont de très fortes commissions dessus. Les courtiers sont très contents. Tout le monde gagne de l'argent. À ceci près que, effectivement, vous avez un avantage fiscal. Mais on oublie de vous dire qu'à l'entrée, vous payez des cotisations sociales dessus. D'accord? Et à la sortie, vous allez repayer une fiscalité, votre tranche marginale d'imposition. Alors, lorsqu'on parle du Madelin, en plus, il y a certains prélèvements sociaux. Donc, on peut parfois, même dans certaines situations, payer plus à la sortie qu'on a eu d'exonération à l'entrée. Et au-delà de ça, il y a des frais de gestion de 1% par an que sont prélevés par les assureurs. Donc, dans l'exemple qui est cité ici, on voit bien que votre marge de manœuvre, lorsque vous êtes en BNC, c'est uniquement un contrat Madelin. Alors aujourd'hui, avec la mise en place du contrat PER, je ne sais pas si Denis, tu vas en parler tout à l'heure du PER, mais cette évolution a fait basculer les possibilités. D'accord? Et on va le voir assez rapidement si vous voulez. Mais on se rend compte que cette pression fiscale globale entre les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu est de l'ordre de 100%. En réalité, pas énormément de décisions à prendre. Pour tous ceux qui ont basculé en CELARL, hier, j'ai eu une réunion téléphonique très intéressante avec un de vos confrères qui n'avait pas assisté à nos réunions SOP, mais un ami à lui a dit « appelle-les, regarde avec eux ». Et lorsque je l'ai appelé, je me suis rendu compte qu'il était déjà dans ce système. C'est-à-dire qu'il avait bien maîtrisé, donc il avait basculé en CELARL, et il avait des recettes avec les mêmes frais généraux qu'il avait avant en BNC, et il a piloté sa rémunération. C'est-à-dire que la rémunération, contrairement au BNC, je peux la décider. Je vais donc décider à un moment de définir une rémunération qui correspondra à mes besoins de vie. Sur la rémunération, comme on l'a indiqué tout à l'heure, lorsqu'on va payer l'impôt sur le revenu, on va avoir un abattement de 10%, bon, qui est plafonné à 120 000 €, mais on a un abattement. Donc, on a un premier avantage en CELARL, c'est un abattement de 10% sur les rémunérations que l'on va prélever. Mais on se rend compte que cette fiscalité-là est très proche de celle que nous avions auparavant. Donc, l'objectif d'un pilotage en matière de constitution de trésorerie, c'est d'optimiser, on va dire ici, la partie rémunération. Cette rémunération que nous avons optimisée, nous allons payer des cotisations sociales qui sont, en termes de taux, équivalentes à celles du BNC. Lorsqu'on va soustraire tous ces frais et ces charges sociales et cette rémunération à nos recettes, nous allons avoir un résultat. Sur ce résultat, nous allons payer un impôt, qui est l'impôt sur les sociétés que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est de 15% jusqu'à 38 120 €, puis 28%. On va trouver
au final, une somme que va conserver la société ou bien qu'elle va distribuer. Donc, les associés vont décider chaque année soit une distribution de dividendes, soit une mise en réserve. La fiscalité sur les dividendes a quelque chose de très particulier. Nous avons dû même former certains de vos experts comptables sur ces aspects-là, puisque vous êtes assez différents des autres. Et ça peut être une énorme force. Ça peut être une force très importante ou une contrainte. Donc, le système de l'impôt, on va le voir juste après, mais l'impôt sur les sociétés, vous payez sur les dividendes du prélèvement forfaitaire unique de 12,8% plus des cotisations sociales. Donc, si vous devez retenir qu'une chose, le chirurgien dentiste, lorsqu'il perçoit des dividendes, paie un prélèvement forfaitaire unique de 12,8% plus des cotisations sociales, sachant que la majorité des chefs d'entreprise paient ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire 12,8% plus 17,2%. D'accord ? Donc ça, c'est une première option, distribution de dividendes. Deuxième option, j'encapsule. Alors j'encapsule veut uniquement dire je conserve les sommes dans ma CELARL et ils ont uniquement subi que l'impôt sur les sociétés. Donc là, on se rend compte déjà qu'il y a trois options, la rémunération, la dividende ou l'encapsulement. Le problème de la CELARL, alors là, on va tomber sur un inconvénient de la CELARL lorsque nous sommes deux associés. C'est qu'en fait, la CELARL, dans le système de l'encapsulement, on comprend bien que c'est également une caisse de retraite. C'est une somme qui nous est propre. Donc, on va éviter au maximum d'avoir des associés. Pourquoi ? Parce que je retomberai mécaniquement dans l'alternative de la rémunération et ou du dividende. Alors, parfois, en fonction de certains montants et certains seuils, l'un va être plus avantageux que l'autre. Très bien. Mais ça va me limiter à ça. Donc, mes chakras, là, sont complètement fermés. Donc, ce qu'on va voir un petit peu plus tard, et on va commencer à l'aborder avec ma partie, Denis va vous montrer tout ce qu'on peut faire justement avec ces sommes qu'on a pu encapsuler dans notre CELARL. Vous avez déjà une autre possibilité que vous connaissez, qui est celle de la SCM. Alors, lorsque vous étiez personne physique, vous aviez des SCP. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Donc, on va chacun avoir sa propre société d'exercice libéral, qu'elle soit en CELARL ou en CELAS, et on va partager des frais. Donc, l'avantage de cette technique-là permet à chacun d'être maître de son avenir et de sa retraite. Donc, on va avoir sa propre stratégie. On va se rendre compte que dans plus de 80% des cas, mettre en place une société d'exercice libéral peut être quelque chose de très avantageux. Alors, c'est toujours plus intéressant que le BNC. Mais il y a un cas qui est très compliqué, c'est le surendettement. Donc, pour tous ceux qui sont surendettés, c'est-à-dire qui consomment beaucoup plus que ce qu'ils ne gagnent, souvent, on ne va pas aller vers des CELARL, on va trouver d'autres solutions. D'accord ? Mais il n'y a pas de niveau de bénéfice minimum. Alors, je crois que c'était hier, j'étais avec une personne qui me disait « Mon mari gagne très bien sa vie, moi, je n'ai pas nécessairement un bénéfice important. » Et dans son cas, on a tout intérêt à mettre en place une CELARL. D'accord ? Puisque c'est une notion globale de revenu du couple qu'on va regarder dans son cas. La cessation d'activité, on va essayer de mettre en place des CELARL 3 ans avant la fin de l'activité, mais il y a toujours des exceptions. En fait, tout n'est qu'exception. Tout ce dont on vous parle aujourd'hui, ce sont des généralités et on se rend compte que deux associés d'une même selle ou deux frères qui font à peu près le même chiffre d'affaires, chirurgien dentiste, parce qu'on en a plusieurs qui sont frères, n'ont pas du tout les mêmes solutions. Chaque solution est sur mesure, nécessairement. Vous passez donc de contribuable passif, le BNC, à contribuable actif, puisque vous commencez déjà à déterminer le montant que vous allez pouvoir encapsuler. Donc, vous allez déterminer votre niveau d'imposition et votre niveau de cotisation sociale. C'est également un outil de prévoyance. Et ça aussi, on l'a entendu dans les conférences que nous avons pu faire pendant cette période. C'est un outil de prévoyance parce que beaucoup ont encapsulé et aujourd'hui, ils n'avaient plus de fruits de leur travail, mais en revanche, ils avaient de la réserve. Et ils ont donc pu continuer à se distribuer une rémunération et à continuer à vivre de la même manière. D'autant plus que, vous le savez mieux que moi, ce n'est pas la situation actuelle qui nous pose problème. OK, on a arrêté de travailler 2 mois, mais tout le monde, dans nos métiers, n'a pas eu de problème.
On se rend bien compte, nous, chez nos médecins, parce qu'on n'a pas que des chirurgiens dentistes, personne n'a eu de problème de trésorerie en tant que tel. Mais c'est l'avenir qu'on ne connaît pas. Personne ne le connaît. Est-ce que la situation va perdurer 1 mois, 2 mois, 6 mois? Et quelle sera la montée en puissance? On ne la connaît pas. Donc, d'avoir cette protection d'une structure qui nous a permis d'encapsuler, de ne pas payer d'avance de la fiscalité, est très protecteur. Mais il faut un mode d'emploi. Alors, là, nous partons sur un exemple assez simple, qui est celui d'une personne qui est en BNC, qui a un chiffre d'affaires de 300 000 euros avec des charges de 65 000 euros. Sa rémunération, BNC, est de 180 000 euros. Les cotisations sociales, donc là c'est pour 2 parts fiscales, sont de 55 000 euros. Ce qui lui reste pour vivre est donc son BNC moins son impôt sur le revenu de 47 000. Ce qui lui reste à vivre est de 133 000 euros. Lorsque ce chirurgien dentiste est passé en société d'exercice libéral, ses charges ont été les mêmes et son chiffre d'affaires identique. La seule chose, c'est qu'il a décidé une rémunération de 150 000 euros. Cette rémunération a généré des cotisations sociales inférieures. Donc, il a économisé, on le voit bien, 9 000 euros de cotisations sociales et 30 000 euros, puisque sa rémunération est passée de 180 000 à 150 000 euros. Donc, il a un résultat de 39 000 euros. Sur ce résultat, il va payer de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 6 000 euros. Ce qui lui reste donc dans sa trésorerie de société d'exercice libéral est 33 000 euros. En revanche, étant donné qu'il s'est rémunéré uniquement que 150 000 euros, il a eu moins d'impôt sur le revenu. Et il a payé que 34 000 euros. Donc, en reste à vivre, il lui est resté 116 000 euros. Il a donc perdu à titre personnel 17 000 euros, mais il a gagné à titre professionnel 33 000 euros. Et ce ratio-là, alors qu'il varie de 1,7 à 2 en fonction de vos situations, même parfois, j'ai vu des situations à 2,5. Donc, en fait, ce ratio-là, il faut bien comprendre que pour 1 euro thésaurisé dans votre poche, vous auriez pu avoir 2 euros dans votre CELA. Alors là, on a pris un exemple un petit peu extrême d'une personne qui a un chiffre d'affaires de 300 000 euros avec des charges de 150 000 euros. Mais pour bien vous montrer la différence entre le professionnel et le personnel. Ma rémunération, mes dividendes, ou bien on le verra plus tard, mes plus-values, je peux vivre avec, c'est-à-dire que je peux financer ma résidence principale, ma résidence secondaire, mon compte personnel, etc. Mais dans l'exemple, lorsqu'il m'est resté 150 000 euros, j'ai payé 90 000 euros de cotisations sociales et fiscales. Donc, il me reste pour vivre 60 000 euros. Imaginons une personne qui a besoin de rien pour vivre. Prenons un cas théorique. Cette personne aurait encapsulé 150 000 euros, donc aurait payé de l'impôt société à hauteur de 37 000 euros et il lui aurait resté 113 000 euros. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ces 113 000 euros? En fonction de vos situations, vous allez pouvoir en faire différentes choses. Et ça dépend réellement qui vous êtes. C'est-à-dire que derrière, lorsque nous avons des médecins, les médecins ont le droit de monter des holdings. Et lorsque eux peuvent monter des holdings classiques, non pas nécessairement des SPFPL, mais des holdings, ils vont pouvoir investir dans de l'immobilier. Pour certains chirurgiens dentistes, des stomatos, en fonction des montages. Et on retrouve même parfois ce montage chez certains dentistes. Mais une stratégie, en fait, en réalité, une selle ne sert à rien s'il n'y a pas de stratégie. Pourquoi? Parce qu'il me faut un objectif. Il faut que je sache où je souhaite arriver. Alors, c'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi épargner à titre personnel alors que je peux capitaliser dans ma structure à l'IS? Pourquoi est-ce que je capitaliserai pas 2 fois plus? Et en fait, on se rend compte que la réponse est dans un outil qui est beaucoup plus global, qui est ce qu'on appelle une planification financière. Et la planification financière, c'est justement une vision de tout votre actif et tout votre passif. Ça, c'est un beau confrère qui a changé 4 fois de planification en 2 ans. Excusez-moi, il y a monsieur Jean-Alain Husser, s'il peut désactiver le son. Donc, cette planification financière globale est très importante pour savoir où on souhaite arriver. Et lorsqu'on va apporter certaines modifications avec une CELA, donc là, la personne est en BNC, lorsqu'elle est passée en pilotage ici de société d'exercice libéral, on se rend compte qu'au final, quand on prend son actif, ce qu'elle possède net,
et qu'on va prendre son solde budgétaire à la retraite, ben, elle va avoir à peu près 50% de plus de revenus à la retraite. Tout ça uniquement parce qu'elle a su piloter sa CELARL. D'accord? Donc, pour réussir ces objectifs, ben, il faut des objectifs. Et puis, vous verrez, tout devient beaucoup plus simple. Et c'est vrai que l'idée de la planification, souvent, on se dit, ben, il se passe tellement de choses dans ma vie que je ne peux pas planifier. Puis, je suis le premier à penser à la même chose. La seule chose, c'est que lorsque j'ai visé un objectif, ensuite, c'est assez simple de le modifier. La planification financière, ça va jusqu'à notre succession. Et les rendez-vous les plus intéressants que nous faisons, et c'est là où la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est très important, c'est qu'est-ce que je souhaite qui est marqué sur ma tombe? Ça va très loin. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle question, il était libre ou épanoui. Ben, on a des personnes qui viennent qui nous disent, moi, ce que je souhaite, c'est être libre et épanoui. Il y avait une conférence SOP il y a de ça 4 mois, une jeune femme est venue avec 48 ans dans une conférence de reprise de cabinet dentaire. Eh ben, elle était en plein dans cet objectif. Et sa planification financière lui a permis en fait, de partir à la retraite à 48 ans. D'accord ? Vous avez même Gérard Modrux, qui était l'ancien président de la CAMF, l'équivalent de la Carchidan, qui lui-même est parti à la retraite à 58 ans. Donc, en fait, on verra bien que lorsqu'on arrivera à répondre à ces questions, la planification s'articulera automatiquement. Un exemple flagrant d'arbitrage que vous pouvez avoir dans vos CELARL, c'est celle qu'on a évoquée des dividendes. Les dividendes sont calculés sur le prélèvement forfaitaire unique plus 12,8%. Donc souvent, en fin d'année, lorsque vous venez nous voir, vous nous dites est-ce que mon expert comptable me dit de prendre des dividendes? Et souvent, on vous dit non. Et vous n'êtes pas content. Donc, lorsqu'on vient nous voir et qu'on nous demande si c'est la bonne stratégie, on répond non, parce que si c'est calculé sur le montant des cotisations sociales et que, par exemple, ma rémunération plus mes dividendes ont représenté 100 000 € pendant l'année, le taux de cotisation sociale à payer, à ajouter aux 12,8% sera de 33%. En revanche, imaginons une stratégie d'un chirurgien dentiste qui, toute sa vie, a laissé 50 000 € de côté. Eh bien, au bout de 20 ans, ces 50 000 € ont représenté 100 000. S'il distribue en une fois, au lieu de le mettre en place chaque année… 1 million, David. 1 million, merci Denis. Donc, il a capitalisé 1 million, 20 fois 50 000. On se rend compte que ce taux est de 16%. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que lorsqu'on calcule vos cotisations sociales, la partie retraite est plafonnée à 4 plafonds annuels, par exemple ici, de la sécurité sociale. Alors, c'est sûr que ça ne vous donne pas de droits supplémentaires. C'est pour ça que vos retraites sont assez faibles comparées à d'autres. Mais vous avez un avantage que vous ne savez pas utiliser. Parce que cette stratégie ici de distribution de dividendes chaque année est une erreur fondamentale. Parce qu'elle vous fait payer 2 fois plus de cotisations sociales que d'autres. Et donc, ça peut donner des montants assez importants. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que tout ça est très clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Personne? Aucune question? Bon, formidable. Alors, j'ai repris ici l'exemple. Alors, j'ai reçu que tardivement l'accord d'un de vos confrères que j'ai eu hier, qui était la personne qui était très bien pilotée de la SOP, mais ce n'est pas un client aujourd'hui. Donc, j'ai repris celle d'un autre client qui me disait « Mon expert comptable en CELARL m'a augmenté mon capital social. Et c'est super, parce qu'aujourd'hui, je peux faire des distributions de dividendes en ne payant que la flat tax à hauteur de 10% du montant de mon capital social. Donc, j'ai une CELARL. Et effectivement, comme je vous l'ai indiqué, nous payons bien du PFU, 12,8%, plus des cotisations sociales. Nous avons vu précédemment qu'en réalité, vous pouviez avoir un des plus faibles taux de France de distribution de dividendes. Puisque si vous aviez bien compris, votre distribution de dividendes précédente
ressort une possibilité de sortir de la trésorerie de votre CELARL à un coût fiscal de 25%. Donc moins que de la flat tax. Si j'ai une stratégie de distribution de dividendes, je peux donc récupérer la somme de ma trésorerie à un coût de 25%. Tout inclus, impôt sur le revenu, etc., etc. Versus la flat tax que je dois payer sur les 10%, à concurrence de 10% de mon capital. Donc, dans l'exemple ici, la personne était très fière de me dire un capital de 350 000. Et donc, sur 35 000 euros, elle ne paye que de la flat tax. Donc, que 30% sur 35 000 euros. Donc, chaque année, son expert comptable lui faisait prendre 35 000 euros de dividendes. Et la personne me disait, bah, c'est super, je paye que 30%. Eh bien non, mauvaise pioche, puisque avec une stratégie, elle aurait payé 20% de moins. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, toutes ces stratégies-là ne sont pas nécessairement bien maîtrisées par des experts comptables parce qu'ils vont le généraliser à l'ensemble de leurs clients. Mais vous êtes des chirurgiens dentistes, vous avez une particularité. Et vous en avez en réalité beaucoup d'autres. Là, c'est un exemple que je vous cite. Et il faut comprendre que ces cotisations sociales qui sont dégressives doivent être mises en regard de l'impôt sur le revenu qui, lui, est progressif. Donc, comme vous le savez, l'impôt sur le revenu est un impôt sous forme d'escalier qui, au-delà de 73 369 euros, est à 41%. Donc, souvent, le but du jeu est d'avoir une rémunération qui soit en deçà de ce chiffre pour ne pas payer de la tranche à 41%, pour ne payer que de la tranche à 30%. Donc, accumuler plus de trésorerie. C'est toujours une thématique. Donc, alors, pourquoi il y a indiqué 80 000 euros dans l'exemple? Parce que pour 80 000 euros de rémunération de CELARL, vous n'avez pas oublié que j'ai un abattement, quand je suis en CELARL, de 10% à l'impôt sur le revenu. Donc, la somme à déclarer est de 72 000. Donc, 72 000 euros va engendrer un impôt sur le revenu de 16 000 euros. Ça, c'est un grand repère que nous avons. Pourquoi? Parce qu'après, c'est très simple. Si j'ai 200 000 euros de rémunération, pour calculer, bah, c'est extrêmement simple puisque tout le reste est au moins à 41. Donc, j'ai 41% sur le différentiel à chaque fois lorsque je veux calculer mon impôt. Donc, si j'ai 200 000 euros, j'ai 120 000 euros à 41 000, donc ça donne à 41%, ce qui donne 48 000 euros. Donc, ça veut dire que mon impôt sur le revenu sera donc de 64 000 euros. Mais en fait, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que pour 80 000 euros de rémunération en CELARL, votre impôt sur le revenu est de 16 000 euros. Et que les cotisations sociales sont dégressives, tandis que l'impôt sur le revenu est progressif. D'accord? Donc, il y a des arbitrages permanents à faire. Et bien sûr, la fiscalité augmente aussi vite que la chirurgie dentaire, voire plus vite. Ben ça, c'est un autre exemple. Oui, voilà. Ça, c'est un autre exemple d'une personne qui était aussi à la SOP et qui, lors d'une de nos formations, est rentrée chez elle en disant « j'ai tout compris ». Elle a appelé son assureur en lui disant « maintenant que j'ai compris que mon Madelin n'était pas très intéressant, je vais le transformer en PER ». Et finalement, cette trésorerie qu'elle a mis de côté à travers l'économie de l'impôt sur le revenu, bon, elle ne savait pas, mais après elle a compris qu'elle avait des économies sociales dessus, mais son assureur lui a dit bah, oui, mais attention, si vous passez en PER, vous allez perdre votre table de mortalité. Donc, pour votre capital de départ de 180 000 euros, vous aurez une rente viagère de 6 531 euros. Et bien sûr, pas de capital, parce que la Madelin, c'est uniquement une rente viagère. Ce qu'on lui a dit, c'est que si elle pilotait bien sa CELARL, si elle accumulait bien sa trésorerie, ce qu'elle pouvait faire, c'est que le PER, on peut le liquider à partir de 62 ans. Donc, à partir de 62 ans, on lui a mis en place une stratégie pour récupérer de la trésorerie de son PER à un coût fiscal très faible, puisqu'il est de 30%. Le fait de récupérer cette trésorerie lui a permis de diminuer la rémunération de sa CELARL, donc de payer encore moins d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales. Donc, dans cette stratégie qui a été mise en place, c'est de dire consommez votre PER, votre plan d'épargne retraite, accumulez en parallèle dans votre CELARL près de, alors là, elle n'est pas à 2 fois plus, mais près de 2 fois plus,
dans votre CELARL, ce qui est normal, toujours le ratio 1 pour 2. Payez effectivement de la fiscalité lorsque vous allez le récupérer, encapsulez et placez cet argent, placez cette somme accumulée, donc dans l'exemple ici 278 824, pour en tirer une rente. Et cette rente, effectivement, puisqu'elle va payer dessus de la flat tax lorsqu'elle va récupérer, mais elle va, après impôt, récupérer 8 783 € et avoir un capital de 278 000 qu'elle va pouvoir transmettre ou consommer avant si elle en a besoin. Donc, effectivement, l'inconvénient… David, je me permets de t'interrompre. On a un certain nombre de questions qui arrivent fait, sur le site de discussion de gens qui sont inquiets à court terme en fait, sur leur trésorerie et qui comprennent un peu l'intérêt à long terme du passage en CELARL, mais qui se posent des questions à court terme. Donc là, je vais juste répondre. En fait, la trésorerie à court terme est gérée par ma partie. En fait, ce sont les aides, le PGE, etc. C'est comme ça que vous allez gérer votre trésorerie à court terme. Là, ce qu'on est en train de développer sur la partie de la CELARL, c'est justement pour éviter de vous retrouver dans une situation similaire à l'avenir, pour avoir une trésorerie préservée grâce au fait que vous avez pu vous mettre à l'abri d'une telle situation à travers le cadre d'une CELARL. C'est ce qu'est en train d'expliquer David. Donc voilà, je te relaisse la parole simplement. Merci. Merci. C'est vrai que je ne vois pas le groupe de discussion. En fait, pour faire une synthèse, et n'hésitez pas à m'arrêter, Denis, quand tu as besoin de reprendre la parole, parce que je n'ai pas la maîtrise du temps. En synthèse, effectivement, le lien avec la gestion de votre trésorerie est très simple. Et que parce que beaucoup d'entre vous sont déjà en CELARL. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont eu tendance à faire avec cette crise du Covid, un petit peu en panique, ils ont récupéré de la trésorerie. Et ils ont récupéré de la trésorerie comme ils ont pu. Lorsqu'ils l'ont récupéré en rémunération, ok, c'est un moyen très très souple, mais la moyenne de la fiscalité est de 60%, donc c'est assez important. Parfois, leur expert comptable, un petit peu dans la panique, leur a fait prendre des dividendes. Mais on se rend bien compte que malheureusement, quand ça ne rentre pas dans une stratégie globale, cette fiscalité des dividendes peut être très importante. Ce qu'on n'a pas vu, et je ne sais pas si on le verra, c'est la plus-value de cession. Lorsqu'on constitue sa CELARL au départ, on vend sa patientèle au démarrage. Et cette cession est fiscalisée à 30%. Donc effectivement, lorsqu'on va vendre sa patientèle à sa CELARL, la CELARL va s'endetter, et on va le voir un petit peu plus tard, mais ça va nous dégager de la trésorerie. Mais là encore, j'ai une source de financement. Et beaucoup d'entre vous sont venus nous dire, est-ce que je ne peux pas passer en CELARL uniquement pour avoir de la trésorerie? Non, ce n'est pas une bonne raison. Parce qu'il y a d'autres moyens d'avoir de la trésorerie. Donc, l'encapsulation, la réduction de capital, on va la voir si vous voulez bien, ou si vous voulez qu'on voit directement la SPFPL. Alors, Denis, puisque je n'ai pas du tout de maîtrise du temps, qu'est-ce que tu me conseilles? Vas-y, en fait, fais directement la SPFPL. Je fais directement la SPFPL. En fait, l'objet de ça, c'est pas de rentrer trop dans la technique, c'est juste donner des pistes. Donc, vas-y sur la SPFPL. Sur les aspects plus techniques, après, ça pourra se faire sur les questions, s'il y a des questions. Bien sûr. Alors, sur la SPFPL. Donc, la SPFPL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Société de participation financière pour les libéraux. C'est une structure que vous pouviez mettre en place en réalité depuis 2008, sauf qu'il vous manquait juste les décrets d'application et certains ne les ont toujours pas. Donc, il y a eu un arrêt du Conseil d'État le 28 mars 2012 qui vous a donné la possibilité de créer vos holdings. Donc, toutes les sociétés en France et souvent en Europe ont le droit de constituer une holding. Une holding, c'est quoi? C'est tout simplement une structure qui est au-dessus, qui détient les parts de vos sociétés. Vos sociétés, vous avez bien compris, ce sont des sociétés d'exercice libéral. L'objet d'une CELARL, c'est d'exercer la profession de chirurgien-dentiste. Donc, c'est ce qu'on appelle un objet civil. Et une CELARL ne peut que exercer la profession de chirurgien-dentiste. Elle ne peut rien faire d'autre. À partir de là, mais vous avez une forme commerciale. Alors, c'est là où il y a une ambiguïté. En fait, votre forme ressemble à 98% à celle d'une SARL lorsque vous êtes en CELARL. Donc, le fait, au départ, d'avoir une holding, ça vous permet de détenir les titres de votre société d'exercice libéral à travers une société financière. Pourquoi? On se rend compte qu'il y a plusieurs intérêts. Alors, souvent, au départ, lorsqu'on est venu nous voir au tout départ, en 2013-2014,
Les gens pensaient que l'intérêt de la SPFPL allait d'être, au départ, un objectif fiscal qui serait celui de vendre ses parts de société d'exercice libéral à une société et donc, sur cette opération, de ne payer que de la flat tax, que 30%, ou que, à l'époque, parce que c'était une autre fiscalité, celle des valeurs mobilières. Et au final, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le seul avantage que vous pouviez en avoir. Donc, alors, un des avantages, c'est dans son montage même, ne serait-ce que si certains d'entre vous ont l'opportunité ou le besoin d'acquérir des parts d'une autre CELARL, vous avez la possibilité d'acquérir des parts d'une autre CELARL à travers cet outil. Vous avez donc, comme je l'ai évoqué, la possibilité de financer par la SPFPL l'acquisition de vos parts de société d'exercice libéral. Là, c'est un moyen pour dégager de la trésorerie. Aujourd'hui, on sait qu'Interfimo et CMV Mediforce ou vos banques financent à moins de 1% ce type d'opération. Donc, récupérer de la trésorerie à court terme, il y a les moyens qu'a évoqué Denis. Vous avez effectivement également la possibilité de céder votre patientèle lors de la mise en place de votre CELARL. Vous avez moyen de céder lorsque vous êtes déjà en CELARL à une SPFPL. Mais en fait, vous avez une foultitude de moyens de récupérer de la trésorerie à ce moment-là. Un point important, là c'est une petite astuce. Pour ceux qui pensent passer en CELARL, ceux qui sont en SPFPL et qui sont déjà en CELARL. Lorsque nous valorisons ici la cession de la société d'exercice libéral, donc le docteur X est propriétaire des parts de sa SEL, sa société d'exercice libéral. Il va la céder à la SPFPL qui va prendre un prêt auprès d'une banque. Donc, la SPFPL va payer le docteur X. En contrepartie, elle va détenir les parts de sa CELARL. D'accord ? On va donc payer un impôt. Cet impôt est très simple, c'est l'impôt sur les valeurs mobilières, puisque je possède, moi, docteur X, les parts d'une société que je revends. Pour calculer cela, pour calculer l'impôt, c'est un impôt de plus-value. La plus-value, comment ça se calcule? C'est le prix de vente moins le prix d'achat. Donc, si je cède à 300 000 € ma SEL à ma SPFPL et que j'ai mis 1 000 € de capital, ma plus-value sera de 299 000 et je vais donc payer de la flat tax ici à hauteur de 30% sur les 299 000. Mais en revanche, imaginons que certains d'entre vous n'aient pas que un PEA et un contrat d'assurance vie, mais ils aient également des titres, des parts de société qui peuvent aussi bien être des sociétés de votre fils ou des sociétés Carrefour, des multinationales. Donc, tout type de société. Si durant les 10 dernières années, vous avez constaté une moins-value, sachez que cela vous permettra de ne pas payer de plus-value sur cette cession, c'est-à-dire de récupérer de la trésorerie nette fiscale de la cession de vos parts de SEL. Mais pour cela, certains d'entre vous l'ont également fait constater. C'est-à-dire que certains sont arrivés en me disant en fin d'année, j'ai gagné de l'argent ou j'ai perdu de l'argent, je veux passer en SPFPL. En fait, il s'avère que la fiscalité peut être très, très intéressante. Donc, ça peut être, et ça a été pour un certain nombre de vos confrères, un des meilleurs moyens pour récupérer de la trésorerie. David, on va être pris un peu par le temps, je pense. Donc, si tu peux conclure pour qu'on puisse… Parce qu'en fait, on rentre un peu dans les détails techniques alors qu'ils sont extrêmement intéressants, mais on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, en fait, après, on pourra répondre à ces questions. Alors, je vais conclure en disant que pour moi, ce qui est beaucoup plus adéquat pour une SPFPL, c'est lorsqu'on veut intégrer un collaborateur. Lorsqu'on veut intégrer un collaborateur, là, on a besoin très souvent d'une SPFPL. Lorsqu'on veut intégrer un collaborateur dans sa société d'exercice libéral, on va pouvoir l'intégrer parce que les remontées de dividendes se feront directement dans cette structure. Donc, pour conclure, et Denis, je vais te passer, si tu veux, la main sur cet aspect-là. La société d'exercice libéral, c'est normalement la première étage de la fusée.
cette première étage de la fusée peut être complétée par différents mécanismes, par différents types de structures qui vont vous permettre d'optimiser en fonction des situations de chacun. Mais ça ne viendra jamais en substitution de la partie personnelle. Donc, vous avez toute cette partie personnelle qui va être financée à travers de la plus-value, à travers tout ce qu'on a pu montrer. C'est vrai que c'est un petit peu intangible aujourd'hui de voir pourquoi monter une SPFPL, pourquoi monter une CELAR. Tout ça a comme objectif de récupérer de la trésorerie non plus fiscalisée à 60% comme ce que vous avez aujourd'hui, mais d'avoir de la fiscalité à hauteur de entre 25 et 30%. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. David, j'ai une question de Patricia Bachou qui dit « Vous conseillez de laisser les dividendes potentiels sur le compte bancaire ?» Oui. Alors oui, ça dépend. Alors chacun, bien sûr, chacun a son cas de figure, mais oui, le principe même de l'encapsulation, c'est de laisser tout son argent sur son compte bancaire, quitte à avoir une SPFPL pour remonter ses sommes et pour pouvoir les gérer. Parce que ce que vous allez voir maintenant avec Denis, c'est justement la gestion de ces sommes. Oui, l'encapsulement, c'est la grande règle. Hier, j'étais assez surpris de voir, parce que je le vois assez rarement, une personne qui a tout compris, c'est-à-dire un expert comptable qui a bien conseillé au niveau de l'encapsulement. En revanche, elle n'avait pas la solution pour sortir l'argent de sa CELARL. Donc, elle avait encapsulé, elle commençait à encapsuler en se disant « Oula, je suis en train d'encapsuler ». Donc, tout mon épargne personnelle, je vis avec le minimum pour vivre. J'ai réussi, à travers la cession de ma patientèle, à travers ma SPFPL ou à travers d'autres mécanismes que nous n'avons pas vus, à récupérer. Au lieu de récupérer de l'argent à 60%, je le récupère pour beaucoup moins cher fiscalement. Au lieu de le récupérer en rémunération ou même en dividende mal fait, j'optimise. Donc, c'est assez simple d'optimiser. Mais au final, elle disait, j'encapsule. Pourquoi faire ? Et le pourquoi faire, c'était là où c'était plus intéressant. Et donc, Denis, je pense que je te donne la main au meilleur moment, puisque c'est réellement ça le sujet. Ok. Donc, en fait, pour répondre à beaucoup de questions qu'il y a eu concernant les stratégies, etc., en fait, c'est la suite. La suite, ça va être effectivement que faire de sa trésorerie une fois qu'on a accumulé cette trésorerie, comment la sortir, etc. Il y avait des questions aussi sur le passage en CELARL. Donc, je vais essayer d'y répondre, mais pour revenir aux interrogations de certains qui étaient un peu inquiets sur leur trésorerie à court terme, effectivement, en fait, bon, la CELARL, ce n'est pas une solution miracle. La CELARL, c'est une solution effectivement à long terme. Donc, l'objectif de cette présentation, ce n'est pas de vous donner une bouée de secours pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation très particulière sur laquelle il y a des mesures qui ont été mises en place. Ces mesures, en fait, prenez-les. Je vous invite vraiment à souscrire à ce PGE. On a beaucoup de clients qui ont souscrit au PGE, même alors qu'ils n'en avaient pas nécessairement besoin, qu'ils avaient de la trésorerie. Mais c'est une soupape de sécurité. Donc, faites-le. Ça, c'est votre trésorerie à court terme. Maintenant, là. On est sur un positionnement à plus long terme pour voir, on n'est pas à l'abri d'une crise de ce type-là demain, ou d'autres problèmes qui peuvent être plus personnels, plus particuliers ou quoi. Et là, la gestion à travers une CELARL va vous donner énormément plus de souplesse, va vous permettre de faire face à ce type de crise aujourd'hui. On s'aperçoit que les clients qui sont passés en CELARL et qui sont aujourd'hui dans cette situation sont beaucoup plus à l'abri que ceux qui sont restés en BNC. Alors, peut-être je vais répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur le passage en CELARL. Donc, vous avez deux possibilités pour passer en CELARL. Soit vous apportez votre patientèle à la CELARL, soit vous vendez votre patientèle à la CELARL. Alors, nous, on privilégie plutôt la vente de la patientèle à la CELARL. Alors, toute la question, c'est effectivement comment on mesure le prix de la patientèle, sachant que dans la plupart des cas, une patientèle ne se vend pas, vous le savez bien. Alors, il y a des possibilités de vente, mais il faut s'y préparer bien à l'avance, et tout ça, on fait des formations là-dessus. Mais normalement, ce n'est pas censé valoir grand-chose, une patientèle. Eh bien, dans le cadre de la CELARL, vous pouvez la vendre entre 40 et 70-75% de votre chiffre d'affaires. Et on essaye d'aller au maximum. Et du coup, vous financez en fait cette vente de patientèle, puisque c'est vous, docteur X, qui allez vendre la patientèle à la CELARL. Donc, vous demandez un financement bancaire dans la CELARL qui va emprunter cet argent, qui va être remboursé comment ? Qui va être remboursé par la baisse de votre rémunération, qui va permettre de générer de la trésorerie dans la CELARL, qui va rembourser le crédit. Et vous allez pouvoir récupérer de l'argent à titre personnel, donc soit pour faire un projet particulier, vous avez envie d'acheter une résidence secondaire, vous avez besoin d'apport, vous voulez rembourser un crédit sur une résidence principale, voilà, ou faire un projet, ou placer votre argent
pour préparer votre retraite. Tout ça vous permet d'obtenir de l'argent. Et ce qui est important, c'est que c'est de l'argent pas cher. Vous obtenez de l'argent en ne payant que la flat tax de 30%, c'est-à-dire prix de vente moins prix d'achat à 30%. Et ça vous permet de récupérer de l'argent moitié moins cher que l'argent que vous avez l'habitude de récupérer sous forme de BNC ou de rémunération tout simplement. Donc c'est de l'argent pas cher et le passage en CELARL vous permet déjà un premier avantage de récupérer de la trésorerie pas chère. Donc ce qui peut être aussi une solution dans ce type de crise. On voit que les banques prêtent beaucoup plus facilement professionnellement que personnellement, surtout si vous êtes déjà endetté personnellement. Donc, aller chercher un emprunt professionnel à travers un passage en CELARL pour de l'argent que vous allez récupérer personnellement, ça peut être très intéressant. Alors maintenant, comment faire pour placer la trésorerie au mieux dans sa CELARL? Sachant que, comme l'a dit David, en fait, l'intérêt de la CELARL, c'est que vous êtes dans une structure à l'IS et que du coup, l'argent que vous n'avez pas sorti de la CELARL n'a pas subi l'imposition sur le revenu, n'a pas subi les cotisations sociales, ça n'a subi que l'impôt société, qui est bien inférieur. Et donc l'idée, c'est de dire, chaque euro que je récupère sur mon compte personnel, que je prends en rémunération, en réalité, m'en aura coûté quasiment 2. Ça m'aura coûté 1,70 € sur mon compte, sur le compte bancaire de ma CELARL. Donc l'idée, c'est de laisser 1,70 € sur le compte de la CELARL au lieu de le prendre perso. Donc toute l'épargne que vous allez pouvoir faire demain va être faite à travers votre CELARL et plus à travers votre compte perso. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus en faire du tout, hein, les assurances vie et tout ça, c'est très bien de les faire perso. Le remboursement du crédit de votre résidence principale, vous allez le faire perso aussi. Mais après, tout ce qui est locatif, tout ce qui est d'investissement futur, en fait, non personnel, on va dire, non dans un cadre qui n'est pas un bien d'usage, résidence principale ou résidence secondaire, vous allez pouvoir le faire à travers votre CELARL. Donc, ça demande, en fait, tous ces placements-là demandent d'être dans une structure à l'IS. Et là, vous avez deux possibilités. Vous avez la formule financière et la formule immobilière. Formule financière, alors, c'est assez compliqué aujourd'hui de placer son argent à court terme. Hein. Vous savez que si vous avez de l'argent dans votre trésorerie, aujourd'hui, la banque va vous proposer un compte à terme rémunéré très, très faiblement. Donc ça, ce n'est pas très intéressant. Vous pouvez avoir des solutions un petit peu plus à long terme à travers ce qu'on appelle des contrats de capitalisation. Ce sont des contrats à plus long terme, on va dire, pour faire l'équivalent de ce que vous pourriez faire à travers un contrat d'assurance vie, en plaçant sur du fonds euro, sur de l'immobilier, sur des produits structurés qui peuvent vous ramener une rémunération plus intéressante à plus ou moins long terme. Si vous avez besoin de votre trésorerie à court terme, il faut le garder sur des valeurs peu risquées. Et si vous avez plus de temps devant vous, vous pouvez faire un peu plus de risque, voire de l'immobilier à travers un contrat de capitalisation. Ça, ce sont les solutions financières de placement de votre trésorerie. Ensuite, il y a les solutions immobilières. La SCPI, en fait, vous imaginez une énorme SCI. C'est-à-dire, vous connaissez, vous savez, une SCI, hein, pour la plupart d'entre vous qui ont acheté les murs de leur cabinet l'ont fait à travers une SCI. Donc, une SCI, c'est une société civile immobilière. Eh bien, une SCPI, c'est une grosse société civile qui va être gérée par quelqu'un qui va acheter beaucoup d'immobilier. Au lieu d'avoir un bien, vous en aurez 100. Vous aurez 100 millions d'investissements dans une SCPI, murs de magasins, murs d'habitation, murs de commerce, murs de bureaux, etc., etc. Et vous avez donc, vous avez la possibilité de prendre des parts dans cette énorme SCPI. Vous pouvez acheter 10 000 € comme vous pouvez acheter 50, 100 000, 200 000 €. Vous pouvez même le faire à crédit. Et l'avantage d'acquérir des parts de SCPI, c'est que du coup, vous avez un risque qui est beaucoup plus diversifié, puisque si vous avez un locataire qui ne paye pas, vous avez le risque est dilué. Si vous avez une vacance locative, c'est la même chose. Vous avez quelqu'un pour gérer le parc locatif, donc vous n'avez pas les problématiques de gestion locative que vous pouvez connaître par ailleurs. Vous n'avez pas les problèmes de travaux que vous pouvez avoir dans l'immobilier que vous allez faire en direct, et vous percevez les revenus directement. Donc ça peut être un investissement qui peut être fait à travers votre activité professionnelle, donc votre CELARL. Alors, encore une fois, le prérequisite, c'est d'être en CELARL. Vous ne pouvez pas faire ça en BNC, puisque la trésorerie de votre BNC, c'est la même chose que votre trésorerie perso. Vous avez payé déjà l'impôt et les cotisations sociales dessus. Donc, votre compte professionnel, c'est la même chose que votre compte perso. Donc là, il faut être en CELARL pour pouvoir faire ça, pour pouvoir capitaliser à l'intérieur, pour pouvoir placer votre argent. Et si vous placez tous les ans 50 000 € de votre trésorerie
sur des SCPI, placé à 4, 4,5% à 20 ans, ça peut vous donner un gros capital à la sortie que vous pouvez soit récupérer d'un seul coup, soit récupérer sous forme de simplement changer l'objet social de votre CELAR et de vous distribuer simplement les revenus de par vos acquisitions de part de SCPI. Et l'avantage dans ces cas-là, c'est que vous pouvez coupler ça à une stratégie de transmission auprès des enfants en donnant la nue propriété pour qu'ils payent le moins possible de droits de succession. Alors, ce schéma, donc David l'a montré, c'est un schéma qu'on a vu en fait chez quelques clients. Il y a des experts comptables qui proposent ce type de schéma un petit peu plus complexe, sachant que sur la partie droite, vous avez ce que vous pouvez faire, vous, à titre personnel, hein, donc tout ce qui est résidence principale, résidence secondaire, assurance vie, même achat de SCPI, etc. Vous avez pu le faire à titre personnel, à travers votre trésorerie perso. Et après, tout ce que vous pouvez faire sur la gauche, c'est à travers la trésorerie de votre CELAR ou de votre SPFPL. Et l'idée, c'est de pouvoir, éventuellement, à travers ce type de montage, pouvoir faire de l'immobilier locatif. Attention, hein, attention à l'abus de bien social, pas d'immobilier personnel à travers des trésoreries d'entreprise. C'est utiliser l'outil professionnel pour faire du personnel, vous n'avez pas le droit de faire ça. Par contre, utiliser et placer la trésorerie de votre activité professionnelle, vous pouvez le faire, sachant que, encore une fois, il faut être quand même assez vigilant sur la façon dont on va le faire. Mais ça existe, en fait, on peut voir un peu comment c'est monté. Pour beaucoup, en fait, vous avez acquis ou vous avez l'intention d'acquérir les murs de votre cabinet. Alors, en fait, là, encore une fois, on est dans un sujet de trésorerie de votre activité professionnelle. Eh bien, votre trésorerie est directement impactée par le fait qu'elle doit payer un loyer. Elle doit payer un loyer pour votre cabinet. Et au lieu de payer un loyer, vous pouvez payer un remboursement de crédit aussi. Et vous avez plusieurs façons, en fait, d'acquérir votre immobilier professionnel. 120. Donc, vous avez, en fait, généralement, vous créez une SCI et vous avez deux grandes possibilités. Soit vous n'optez pas, donc vous laissez la SCI à l'IR, hein, si vous n'optez pas pour l'impôt sur les sociétés, elle est de facto à l'IR, soit vous optez pour l'impôt sur les sociétés. Et vous avez des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Donc, si vous achetez les murs de votre cabinet dans une SCI à l'IR, eh bien, vous avez un gros inconvénient pendant toute la durée de votre location, c'est que vous pouvez avoir votre loyer qui va compenser votre crédit, donc qui va rembourser votre crédit, mais par contre, vous n'avez que les intérêts qui sont déductibles, le capital ne l'est pas, et du coup, vous allez payer sur des revenus fonciers, vous allez payer un impôt sur les revenus fonciers qui est extrêmement important, hein, comme l'a dit David, c'est votre tranche marginale d'imposition, plus 17,2. Donc, vous allez payer plus de la moitié de vos loyers en remboursement en impôts fonciers. Et donc, du coup, votre trésorerie, elle ne sera pas à zéro. Même si le loyer rembourse le crédit, votre trésorerie sera négative. Vous devrez compenser, en fait, tous les mois, cette différence fiscale. Donc, ça, c'est l'inconvénient dans la SCI à l'IR. Si vous basculez à l'IS, par contre, vous avez deux avantages. Le premier, c'est que vous êtes dans une structure à l'IS et que donc c'est cette structure en fait qui va rembourser le crédit et donc qui va payer un impôt qui est bien inférieur à l'impôt sur les revenus, puisque c'est 15% jusqu'à 38 120 € et 28% au-delà. Et la deuxième chose, c'est que dans une structure à l'IS, vous avez le droit d'amortir le bien immobilier. Donc, comme quand vous achetez un ordinateur dans votre cabinet, vous pouvez amortir les murs de votre cabinet. Et le fait de pouvoir l'amortir plus d'être dans une structure à l'IS fait que pendant toute la durée de la location, vous payerez zéro impôt. Et donc, c'est beaucoup plus avantageux que d'être à l'IR pendant toute la durée de la location. Par contre, c'est à la sortie que ça va s'inverser. Puisque à la sortie, quand vous êtes à l'IR, eh bien, vous êtes en fiscalité des particuliers. Donc, ça veut dire qu'au bout de 22 ans, pas de plus-value. Vous avez un abattement pour durée de détention, hein, quand on n'est pas en particulier. Donc, au bout de 22 ans, il n'y a pas de plus-value. Au bout de 30 ans, pas de prélèvements sociaux. Et vous avez des abattements, même si vous souhaitez vendre avant. Par contre, à l'IS, c'est une catastrophe. Vous allez repayer tout l'impôt que vous avez économisé en étant à l'IS, vous allez le repayer si vous vendez votre bien à la sortie. Puisque d'une part, vous allez payer sur la base d'un bien amorti, donc vous allez repayer beaucoup d'impôts, puisque si vous le revendez votre bien au prix d'achat au bout de 30 ans et qu'il a été totalement amorti, vous allez payer une plus-value sur la totalité du bien. Ça, c'est la première chose. Et que deuxièmement, l'argent que vous avez récupéré est dans la structure à l'IS, donc du coup, il faudra le sortir et donc repayer un impôt au moment où vous allez le ressortir. Donc en gros, vous allez payer dans un cas à peu près 50% de la valeur du bien en impôts
dans une structure à l'IR, et dans une structure à l'IS, vous allez payer la même chose, mais une fois que vous allez vendre le bien. Alors souvent, on choisit l'IS quand même par rapport à l'IR. Pourquoi? Parce que du coup, une fois que vous allez vendre le bien, vous aurez l'argent et vous aurez l'argent pour payer l'impôt. Alors que sinon, si vous êtes dans une structure à l'IR, eh ben, vous allez débourser tous les ans, donc ça va s'imputer sur votre train de vie de tous les jours. Alors que dans une structure à l'IS, ça ne va pas le faire. Et vous avez une solution, un schéma moins classique, que nous recommandons pour beaucoup de nos clients, c'est de faire un démembrement, c'est-à-dire de vous mettre dans une situation où vous êtes dans le meilleur des deux cas. Alors vous allez me dire, c'est trop beau. Effectivement, ça a l'air comme ça sur le papier, très beau. Le montage, c'est en fait surtout pas passer à l'IS, donc rester dans une structure à l'IR, et simplement vendre l'usufruit, c'est-à-dire vendre l'équivalent des loyers, en fait, l'usufruit des parts de SCI dans votre société d'exploitation, dans votre CELARL. Et dans ces cas-là, c'est votre CELARL qui va récupérer l'usufruit des parts de SCI. Et donc, il y aura des avantages pour votre CELARL aussi, donc au niveau de trésorerie de votre CELARL, on va le voir juste après, mais surtout pour vous, à titre personnel, il va s'en suivre que les loyers seront bien soumis à l'impôt sur les sociétés pendant toute la durée du démembrement et qu'à la sortie, eh bien, la SCI, en fait, à l'extinction de l'usufruit, vous allez récupérer en tant que personne physique la pleine propriété des parts de la SCI, donc pouvoir vendre votre immobilier des murs de cabinet en étant en fiscalité des particuliers, donc en économisant énormément d'impôts. Donc ça, on ne va pas le développer là, encore une fois, ce serait beaucoup trop long, mais c'est une solution qui est très favorable pour vous, bien sûr, avec un certain nombre de bémols. Voilà pourquoi là-dessus, on est extrêmement vigilant, parce que la requalification en abus de droit est très facile et que du coup, il faut pouvoir prouver un certain nombre de choses. Il faut prouver un avantage économique pour votre société d'exploitation. Et là, vous l'avez, puisque du coup, le coût d'occupation sur la durée du démembrement va être plus faible que si votre société d'exploitation payait un loyer. Et on s'arrange pour qu'elle soit plus faible. On s'arrange pour que votre CELARL y gagne. Donc, votre CELARL va y gagner. En trésorerie, elle va y gagner, elle va payer moins que si elle était locataire. Ensuite, vous avez une garantie de ce coût d'occupation, puisque le coût d'occupation, donc le prix du loyer, va être capé. En fait, il va être capé puisque s'il y a une augmentation du coût du loyer, il va bénéficier à la société d'exploitation. Donc, du coup, en fait, ça reviendra moins cher globalement à la société d'exploitation par rapport à une augmentation du prix du loyer qu'elle aurait à subir si vous étiez resté comme ça. Et la troisième chose, c'est que vous aménagez un certain nombre de droits de vote qui donnera un certain nombre de pouvoirs à votre CELARL de manière à ce qu'elle soit réellement, en fait, usufruitière des parts de SCI. En fait, tout ça peut vous paraître assez complexe, hein, c'est assez complexe. L'objectif, encore une fois, là-dessus, c'est de vous économiser au niveau de votre activité professionnelle de la trésorerie et à titre personnel, vous permettre d'économiser énormément d'impôts en toute légalité, bien entendu, parce que c'est des montages qu'on fait avec des cabinets d'experts comptables spécialisés là-dedans qui nous permettent d'être en totale sécurité par rapport à nos clients quand on voit faire ce type de montage. Alors, quand faut-il démembrer? Eh bien, si vous avez déjà acquis l'immobilier, il n'est peut-être pas trop tard. Donc, on peut regarder déjà si vous avez acquis. En fait, après, il ne faut pas être au bout de 10 ans parce que c'est plus compliqué. Mais si vous avez acquis dans les 3 ans, on peut peut-être envisager un démembrement. Et puis, si vous êtes en cours d'acquisition et que vous n'avez pas encore de CELARL, en fait, il faut vous poser la question parce que le passage en CELARL peut être très adapté à la fois pour tout ce qu'a dit David en fait dans tous les avantages du passage en CELARL, mais aussi qui va vous permettre d'acquérir les murs de votre cabinet de manière beaucoup plus opportune pour vous. Voilà, donc je vais en finir avec ma partie de présentation. Donc s'il y a des questions que je n'ai pas vues, David, et que tu as reçues sur le site de discussion, oui, plaisir à vous répondre, bien sûr. Oui, j'ai eu pas mal de questions sur le sort de la trésorerie dans les sociétés d'exercice libéral. Donc, je vais revenir dessus si tu veux bien. Alors, partage d'écran. Voilà. Donc, en fait, lorsque vous avez accumulé de la trésorerie dans vos CELARL, vous avez bien compris à travers différentes méthodes que vient de vous résumer également Denis, que vous alliez pouvoir
en fait, constituer de la trésorerie pour ne pas avoir besoin de vous rémunérer ensuite dans votre société d'exercice libéral. Si vous voulez, le grand jeu de la stratégie, c'est de dire soit vous avez déjà de la trésorerie à titre personnel, soit on va vous aider à la constituer pour optimiser en fait votre rémunération pour pouvoir tout simplement encapsuler le maximum possible. Mais dès lors qu'on a encapsulé le maximum possible, il y a plusieurs solutions en fait lorsqu'on arrête son activité. Alors, on a eu le temps de regarder tout à l'heure la distribution de dividendes. Donc, vous avez bien compris qu'on était en prélèvement forfaitaire unique plus des cotisations sociales, ce qui peut être soit un énorme avantage, soit un gros inconvénient. La réduction de capital qu'on n'a pas pu voir, qui est pas mal, qui peut être adéquat dans certains cas, principalement pour récupérer de la trésorerie de sa CELARL. Là, on est en flat tax directement à 30%. Et je vous expliquerai pourquoi bien 30% cette fois-ci, contrairement à la distribution de dividendes, parce qu'on est sur un système de plus-value. La cession de parts sociales, donc c'est là si on trouve bien sûr des personnes pour acquérir le cabinet. Et enfin, la transformation de l'objet social. Il y a eu plusieurs questions sur la transformation de l'objet social. Oui, lorsque vous avez rendu votre carte CPS et que vous n'êtes plus en CELARL en tant que tel, donc là, vous pouvez effectuer un changement d'objet social. La TUP entre la SPFPL et la CELARL, donc là, c'est une des fins aussi pour récupérer l'argent de sa trésorerie pour pouvoir ensuite le placer, ou la succession. Voilà. Donc, dès qu'on a vu un petit peu toutes ces approches-là, tous les sorts de cette trésorerie qu'on peut avoir, en réalité, il en existe même beaucoup d'autres, mais qui dépendent de chacun de vos cas de figure. Alors, j'ai une question sur je suis en CELARL seul, qu'en est-il du passage en holding? Alors, en fait, si vous êtes en CELARL aujourd'hui, que vous avez remboursé le crédit du passage en CELARL, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de la trésorerie dans votre CELARL et vous avez une capacité de remboursement, vous avez la possibilité effectivement de passer en SPFPL par le biais de la vente de votre CELARL à la SPFPL. Là, au lieu de vendre votre patientèle comme vous l'avez fait pendant le passage en CELARL, votre patientèle à la CELARL, là, vous vendez les parts de votre CELARL à votre SPFPL. Et du coup, vous refaites un effet de levier puisque vous allez réemprunter. Vous, en fait, c'est la SPFPL qui va réemprunter pour acheter les parts de votre CELARL, donc ce qui va vous donner à vous, personne physique, le fruit de la cession. Hein. C'est vous qui allez récupérer encore une fois dans votre poche l'argent correspondant à la vente des parts de la CELARL. Et la SPFPL va donc du coup avoir une dette. Cette dette, comment elle va la rembourser? Elle va la rembourser grâce à la trésorerie de la CELARL. C'est pour ça qu'il ne faut plus être endetté vraiment sur la CELARL. Donc, elle va pouvoir la rembourser à travers la trésorerie de la CELARL qui va pouvoir remonter sous forme de dividendes dans la SPFPL et rembourser le crédit. Et donc, vous allez encore une fois récupérer de l'argent avec une ponction fiscale uniquement de 30%. Ça peut paraître beaucoup, 30%, mais en fait, c'est la moitié de ce que vous payez aujourd'hui. Vous payez à peu près 60% d'impôts si on considère impôt sur le revenu plus cotisation sociale confondue. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où la flat tax vous permet ce type de montage. Vous avez deux choses qui le permettent, en fait. La flat tax et les banques, puisqu'aujourd'hui, les emprunts sont faits à des niveaux qui sont exceptionnellement bas. Donc, vous avez une conjonction de facteurs qui vous est très favorable pour récupérer de l'argent pas cher. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu pas mal de questions de la part de clients. Est-ce que c'est bien si je le fais aujourd'hui ou pas? En fait, la question n'est pas de savoir si on le fait aujourd'hui. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire aujourd'hui dans de bonnes conditions. On ne sait pas si on sera capable de le faire demain dans les mêmes conditions. Et on a même des doutes sur le fait qu'on sera capable de le faire demain dans les mêmes conditions. Oui, c'est-à-dire que la fiscalité est un exercice mouvant. Et aujourd'hui, vous avez de la flat tax et on sait qu'elle peut évoluer dans le temps et très rapidement. Donc, nous sommes dans une situation que nous ne maîtrisons pas. Donc, celui qui aura de la trésorerie sera celui qui sera le mieux armé. La TUP, j'ai une question sur la TUP. La TUP est une fusion. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à la sortie, parce que les questions en fait d'encapsulement, on a très souvent ce type de questions, mais d'accord, mais une fois qu'on a encapsulé, qu'est-ce qu'on en fait à la sortie? En réalité, vous avez toute la durée de la gestion de votre trésorerie et puis vous avez la sortie aussi. Quand vous arrêtez votre activité, qu'est-ce que vous faites de la trésorerie? Alors, vous avez plusieurs solutions possibles. Effectivement, vous avez la possibilité de récupérer le cash si vous avez besoin du cash. Donc ça, aujourd'hui, avec les mesures dont on dispose fiscalement, on a la possibilité de récupérer le cash de la trésorerie, soit de sa CELARL, soit de sa SPFPL, dans des conditions qui sont plutôt pas trop mauvaises. Et vous avez aussi la possibilité de changer l'objet social, en fait de tuper, c'est-à-dire de fusionner toutes vos structures, de garder une seule structure
pour le coup, vous n'avez plus besoin de 2, 3 structures, vous gardez une seule structure qui va devenir une structure patrimoniale cette fois. Vous n'êtes plus en exercice libéral, vous n'êtes plus soumis au Conseil de l'ordre, vous changez l'objet social, vous gardez une structure patrimoniale qui va vous permettre de gérer votre trésorerie, de vous distribuer des revenus complémentaires de retraite, etc., etc. Il n'y a pas d'autres questions? J'ai juste une question de Patricia qui pose la question. Elle a perdu son son au moment de la réponse, mais elle dit qu'elle est passée de CELARL en CELAS. Et donc, vous aviez expliqué quelque chose. Elle n'a pas eu ça. Donc, si elle est passée de CELARL en CELAS, en fait, alors en général, on effectue cette opération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CELARL, ça ressemble à une SARL. Une SARL, c'est quelque chose qui est entièrement réglementé dans le code de commerce. Donc, tous les articles des statuts d'une CELARL sont édictés, hormis l'objet social, puisque pour vous, c'est exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Dans la CELAS, c'est beaucoup plus amusant, mais vraiment beaucoup plus amusant, puisqu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. On a des barrières, on a des garde-fous, mais dans une CELAS, on peut prévoir, j'ai déjà vu faire, d'être président à vie. On peut prévoir que certains associés qui ont apporté 10 en capital aient l'équivalent de 100 en dividendes. On peut prévoir des choses complètement différentes. Mais on a un autre avantage lorsque nous sommes en CELARL. Lorsque nous sommes en CELAS, on va pouvoir payer moins de droits d'enregistrement lorsqu'on va vouloir vendre sa SPFPL. On va avoir des droits d'enregistrement de 0,1% lorsque nous sommes en CELAS, en lieu et place de 3% lorsque nous sommes en CELARL. Donc, j'ai une CELARL qui est valorisée 300 000 euros, par exemple. Je veux la céder, je vais générer 9 000 euros de droits d'enregistrement. Si j'étais en CELAS, j'aurais eu uniquement 300 euros. Donc, on va voir que je vais gagner quasiment 9 000 euros dans cette opération. Alors, ça ne va pas être la seule motivation, mais en général, la souplesse de la CELAS va nous donner beaucoup d'autres possibilités d'optimisation que seulement celle de la fiscalité. Et pourtant, ça représente, juste pour idée, ça doit représenter que 2 ou 3% de nos chirurgiens dentistes. En revanche, mes radiologues, mes groupes de laboratoires d'analyse médicale, etc., c'est quasiment 100%. Donc, en fonction, et même mes médecins généralistes. D'accord ? Donc, en fait, en fonction des professions, il y a des inconvénients et des avantages. Alors, on ne peut pas poser forcément toutes les questions pendant le webinaire. Donc, vous êtes les bienvenus dans le cadre de la SOP. On s'engage à vous répondre personnellement à toutes vos questions. Déjà, il y a des questions qui peuvent concerner certaines personnes et pas d'autres. Donc, on aura plaisir à y répondre. N'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées sur le dernier slide. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci. Romain, tu veux reprendre la main ? Merci à vous. Merci Denis. Merci David. Avec plaisir. Bon, bonne reprise à tous et bon courage pour le protocole. À très bientôt. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. S'il y a des questions, vous pouvez toujours les envoyer à la SOP aussi. Nous ferons suivre. D'accord. Merci beaucoup. Merci Catherine. C'est super gentil. Merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Donc, pensez demain, il y a le webinaire sur tout ce qui concerne l'hypnose et avec une petite séance d'hypnose pour terminer le webinaire et partir en week-end du 8 mai un peu plus zen et aborder le lundi 11 de façon reposée. Mm-hmm.